Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir pour une émission exceptionnelle en compagnie de Claudie et Jean-Pierre Aigneret, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous deux. Bonjour, bonsoir. Nous sommes donc en compagnie de Philippe Hénarejos, le rédacteur en chef de Ciel et Espace. Bonjour Philippe. Bonsoir, vous avez vu, je me suis mis en sortie extravéhiculaire à côté d'un Vostok. D'un Vostok, parce que nous célébrons un petit peu, avec quelques jours d'avance, 3 jours d'avance exactement, le 12 avril 1961, Yuri Gagarin s'envolait pour l'espace pour un vol de 108 minutes. Un vol qui évidemment a marqué l'histoire et dont nous fêtons donc dans 3 jours le 60e anniversaire. C'était vraiment évidemment pour nous l'occasion de parler d'espace, de parler d'espace russe. Et nous avons donc invité, nous sommes très heureux qu'ils aient accepté notre invitation, Claudie et Jean-Pierre Aigneret, qui sont parmi ceux qui connaissent le mieux en France, certainement, ces traditions de l'espace russe, puisqu'ils ont volé plusieurs fois, on en parlera plus en détail évidemment pendant cette émission, qu'ils ont volé chacun sur la station Mir, qu'ils ont vécu plusieurs années en Russie, et ils pourront nous raconter la façon dont ils ont pu côtoyer certains de ces pionniers de l'espace. Alors pas Yuri Gagarin lui-même évidemment, puisque vous le savez sans doute, il est mort très jeune, Yuri Gagarin, dans un accident d'avion en 1967. Je crois, mais évidemment tous les personnages qui ont fabriqué, qui ont fait le spatial russe. On parlera de Titov, on parlera de Madame Gagarine, puisqu'on en parlait hors antenne juste avant, et vous nous raconterez que vous l'avez côtoyée. Et donc voilà, c'est une émission entièrement consacrée à Yuri Gagarin, à l'espace russe et au vol de Jean-Pierre et Claudie Aigneret. Alors, le principe des Twitch, on est aussi en direct sur Facebook et sur YouTube, vous le savez maintenant, c'est de pouvoir poser vos questions en direct. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On aura des tas de choses évidemment à raconter pendant l'heure que nous allons passer ensemble. Philippe, je voulais qu'on commence par ce qui nous rassemble ce soir ici, c'est donc ce premier vol du 12 avril 1961. Essayons un petit peu de nous remettre dans le contexte pour essayer de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Alors le vol a été très court, enfin avec compte tenu des critères actuels, hein, on parle maintenant de mission de 6 mois, on parlera de la mission de Jean-Pierre qui a duré 189 jours sur Mir. Thomas Pesquet s'apprête à partir pour 6 mois. Là, c'était 108 minutes, mais alors quelles 108 minutes? Oui, alors on peut dire que c'est un vol court, mais en réalité c'est déjà long parce que 108 minutes, c'est le temps qu'il a fallu pour la phase de lancement de la fusée, pour le temps d'accomplir une orbite ou presque, et le temps de rentrer dans l'atmosphère, de décélération et d'atterrissage. Donc c'est un tour de terre. Mais à la même époque, les Américains, avec le début du programme Mercury, visaient avec leur petite fusée qui était un missile, la fusée Redstone, ils visaient à faire des sauts de puce. C'est d'ailleurs ce qu'ils auront fait un mois plus tard, un mois après Gagarine, Alan Shepard aura fait un vol de 15 minutes avec une fusée qui n'était pas assez puissante pour atteindre la vitesse suffisante pour la satellisation. Et donc, il a fait une parabole, un vol en cloche comme ça, où il a eu 10 minutes d'apesanteur, où il a fait une incursion dans l'espace, Shepard, et où il est retombé. Donc, déjà, Gagarine, quand il se lance, sa fusée, elle est énorme pour l'époque. Le vaisseau, il est gros, il fait plusieurs tonnes. Il a un module de service, il a un compartiment pressurisé. Par rapport à Mercury, qui est tout exigu, la capsule américaine qu'on voit bien à l'époque. D'ailleurs, c'est marrant, la couve de time là qu'on voit sur la faucille et le marteau. Je sais pas, Adrien, si tu peux t'arrêter dessus. Je peux pas, peut-être pas, peut-être pas sur celle-là. Bon, en fait, les Américains ne savaient pas à quoi ressemblait le Vostok, qui était plutôt rond, comme on le voit derrière moi. Les capsules Mercury étaient coniques et il y avait juste la place pour mettre l'astronaute. Dans le Vostok, bien que Gagarine n'ait pas quitté son siège, il y avait un peu plus d'espace pour bouger. Donc c'était vraiment une grande avancée à ce moment-là. C'est-à-dire que les Russes envoient d'emblée un gros engin dans l'espace. C'était déjà le cas avec Sputnik en 1957. La fusée était surdimensionnée pour Sputnik. Et là, pour le Vostok, ils font vraiment une démonstration. Et c'est un coup de tonnerre. C'est un coup de tonnerre géopolitique et technique. Les Américains, à l'époque, qui étaient les seuls capables de rivaliser, étaient un peu à la traîne et ils le voyaient très bien. Donc, c'est une mission qui est ambitieuse, un tour de terre, une orbite,
Il y a toutes les phases du vol spatial, finalement, là-dedans. Il y a le lancement, il y a la mise sur orbite. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de manœuvres en orbite. Et puis, en tout cas, il y a une manœuvre qui consiste à désorbiter pour rentrer avec le bon angle. Parce que quand même, on a beau être en 1961, les lois de la physique sont les mêmes. On se balade à 28 000 km à l'heure. Et quand on rentre dans l'atmosphère, avec un bouclier thermique, il va falloir avoir le bon angle, sinon on brûle ou on rebondit. Donc, tout ça, il fallait que ça soit maîtrisé. Et puis, ça a bien marché, en fait. Ça a très, très bien marché. Et donc, c'est vraiment un coup de tonnerre pour les Américains, un coup de tonnerre de plus. Il y a eu Sputnik en 57, puis Laika, puis Luna 3 qui a fait la première photo de la face cachée de la Lune, même si elle n'était pas très belle, c'était un exploit en 1959. Et là, en 61, la Russie est vraiment très nettement devant. Alors, évidemment, un exploit retentissant. Gagarine fait le tour du monde. Il n'est pas hyper bien reçu en France, d'ailleurs, d'après ce que j'ai lu à l'époque. Mais en tout cas, ça devient évidemment un héros. Jean-Pierre et Claudie, je voulais vous demander, vous, dans votre imaginaire, quand vous avez commencé à vous projeter vers cette carrière d'astronaute, et j'ai même envie de dire de cosmonaute, enfin Jean-Pierre, vous êtes quasiment un cosmonaute, vous n'avez volé qu'avec les Russes. Qu'est-ce que représentait Yuri Gagarin quand vous êtes commencé à rentrer dans ce milieu pour vous? Je crois que il faut se rendre compte que tout ça nous a un peu sauté à la figure. En plus, moi j'étais relativement jeune, j'étais préado à cette époque, et donc j'avais pas vraiment la notion en tant que préado de ce que ça signifiait, de la performance technique, qu'est-ce que c'était l'espace. L'espace c'était un peu comme la lune de la littérature, c'était quelque chose de complètement abstrait. Et en plus, tout ça nous sautait à la figure en 4 ans, puisque, comme l'a dit tout à l'heure notre ami, il s'est passé 4 ans entre le moment où le premier satellite a fait le tour de la Terre. Bon, alors, qu'est-ce que c'était le premier satellite Sputnik en 57? C'était ça, je me souviens encore. On entendait à la radio un bip bip. Bip bip, c'est très, très abstrait aussi. Donc ça laisse ouvert. On n'a pas de représentation physique de ce que ça peut représenter. Même qu'est-ce que c'était qu'un satellite? À quoi ça ressemblait? On disait c'est une boule avec. Quand on regarde la photo qu'on voit derrière les nageurs et Jos, ça ressemble autant à un objet de design, c'est-à-dire quelque chose qui sort de l'imagination d'un artiste que d'un objet technique. Donc tout ça, on a eu peu de temps. Enfin, je pense qu'on se représentait pas pleinement, en particulier à notre âge, les conséquences que ça avait derrière, et en particulier au niveau de la défense, au niveau du danger que représentait cette potentialité d'envoyer une bombe nucléaire dans l'espace. Et c'était ça le véritable sujet pour les spécialistes. Mais ça passait complètement au-dessus de la tête de la plupart d'entre nous. C'est le cas de le dire, c'est le cas de le dire. Et quelques années plus tard, vous avez été recrutés l'un et l'autre comme astronaute en 1985. Donc là, 85, on est 24 ans après ce fameux vol historique. À ce moment-là, évidemment, l'eau a coulé sur les ponts, il s'est passé des tas de choses, et notamment le pas de l'homme sur la Lune. Est-ce que Gagarine, à ce moment-là, en 85, pour vous, signifie encore quelque chose, ou c'est quelqu'un, finalement, qui est c'est l'histoire, mais vous n'avez pas encore vraiment été mis en contact avec cette histoire, puisque finalement, pour rencontrer Gagarine, j'ai envie de dire, il faut aller à la Cité des Étoiles, où vous irez évidemment ensuite, et à Baïkonour. En 85, c'était quoi pour vous, Yuri Gagarin et ce premier vol? Je vais répondre aussi là, puis je laisse la parole à Claudie, mais Gagarine égale icône de l'espace. D'ailleurs, le 12 avril, entre nous, on appelle ça la Saint-Gagarine, entre guillemets. Peut-être un peu irrespectueusement pour les saints, mais quand vous regardez les images du bloc de base de la station Mir, et Soyuz c'était pareil, au meilleur endroit, derrière la table où on passait la plupart de son temps, il y avait 2 photos, 2 images, celle de Tsiolkovsky et celle de Gagarine. Sont des icônes absolues. C'est-à-dire, Gagarine, il a tracé le chemin. Il faut quand même se souvenir qu'à l'époque où il a volé,
si on faisait le cumul des probabilités de fonctionnement du lanceur et du véhicule, il avait à peu près une chance sur deux de revenir, Gagarin, et il le savait parfaitement. Donc, c'était de toute façon, concrètement, un véritable héros. Il le faisait pour son pays, pour la gloire de son pays, et il était absolument pas sûr de revenir. Ouais, sur les Vostok, je crois, il y a eu 7 Vostok avaient volé, 3 étaient revenus, mais 4 étaient pas revenus, donc c'était pas très fiable. La combinaison de probabilités du lanceur et des véhicules, c'était ça, c'était 1 sur 2. Et puis, il faut se souvenir que c'était très inconfortable. Tout à l'heure, on a décrit la boule du Vostok, mais il faut se souvenir que pour se poser, il fallait s'éjecter. C'est-à-dire que non seulement il y avait ce voyage dans l'espace avec toutes les contraintes physiologiques qui étaient une grande inconnue à l'époque, mais en plus, quand il était aux alentours de 10 000 mètres, il était carrément éjecté de sa capsule dans l'air, ballotté au bout d'un parachute, et il se posait dans ces conditions. Donc c'était aussi non seulement un exploit psychologique, mais un exploit physique carrément. Oui, si je peux compléter un petit peu, c'est vrai que moi je m'identifie davantage à la génération Apollo, comme je dis souvent, puisque moi ce rêve de partir dans l'espace, mais c'est concrétisé, disons, en juillet 69 avec le premier pas de l'homme sur la Lune, et c'est vrai que j'avais 12 ans à l'époque, donc trop jeune en 61 pour me souvenir de Gagarine, mais par contre tout à fait fascinée et émerveillée par le moment alunissage. Mais ensuite, effectivement, quand on rentre dans cette vie quotidienne à la Cité des Étoiles, bon, après notre sélection, quand on rentre dans cette atmosphère, d'une part, Gagarine est partout à la Cité des Étoiles, et c'est vrai qu'on parlera probablement des rituels, des statues. Jean-Pierre a déjà évoqué dans la salle de sport son casier de tennis. Et puis moi, j'ai souvenir, parce que je suis arrivée en fait avant l'entraînement comme scientifique participant aux expériences et aux programmes qui allaient être réalisés en coopération franco-russe. Et une personne incontournable dans ce domaine, qui était une des grands médecins de l'IMBP, l'Institut des problèmes biomédicaux à Moscou, et qui était le cœur du réacteur de la coopération franco-russe en physiologie, Adilia Katovskaya. Eh bien, Adilia Katovskaya était la médecin qu'on voit mettre sur quelques rares photos les électrodes sur la poitrine de Gagarine. Donc là, vous touchez le mythe vraiment là. Voilà. J'avais la personne qui avait posé les électrodes sur la poitrine de Gagarine avant le départ de son vol. Et puis ensuite, Gagarine, c'est bien sûr un héros. Je dirais en complément, pour moi, c'est aussi un ambassadeur de l'humanité. Parce que voilà, c'était le premier être humain à être allé dans l'espace, et on l'honore tous comme cet ambassadeur de l'humanité qui avait franchi une frontière, une limite qui paraissait inaccessible. Et je dirais que l'ensemble des astronautes et cosmonautes à l'international, on a une réunion une fois par an avec l'ensemble de nos collègues. Bon, mais bien sûr, Gagarine fait partie de notre imaginaire, bien sûr, mais aussi de notre vie. Et il était présent parmi nous à chaque échelon et d'ailleurs, Claudie parlait de Madame Katovskaya, Alia, qui est décédée il y a 3 ans maintenant. Elle a jalonné aussi, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est tous les étapes de la préparation de nos vols, tous les grands dispositifs médicaux qui évaluaient notre potentialité de voler ou pas, et qu'on avait régulièrement, plusieurs fois par an, étaient présidés, enfin une des coprésidentes était Alia Katovskaya. Et donc c'était la particularité de ce qu'on a vécu, c'est qu'à la fois on était dans la modernité, avec les stations Mir, dans ce qui se faisait mieux à l'époque de la technologie, mais en même temps on avait un pied dans l'histoire et on côtoyait encore des astronautes, des héros, non seulement la femme de Gagarine, par exemple, qui habitait dans le même immeuble que nous, hein, même aussi Leonov, et Valentina Tereshkova, qui habitait au même étage que nous. Et c'est ça qui a particulier. Il n'y a pas de discipline où on peut côtoyer à la fois ce qui a le plus au fait de l'actualité et en même temps ce qui a fait l'histoire, puisque Gagarine, c'était l'échelon numéro 1, hein, la base, l'origine de toute cette histoire.
Alors, racontez-nous un petit peu, Madame Gagarine, enfin, qu'est-ce qu'on peut en dire? Vous la croisiez dans l'ascenseur? Très modeste, ça c'est une particularité de On la croisait dans l'ascenseur. Oui, mais bon, ben, si on n'avait pas, si on la connaissait pas, c'est quelqu'un qui se comportait, qui était habillé de manière tout à fait normale, ordinaire, qui avait un comportement, elle était plutôt timide. D'ailleurs, toujours derrière, elle avait des grosses lunettes, hein, et c'est pas quelqu'un qui l'a ramené ou qui avait toujours des gens autour d'elle, entourage. Ça se passait comme ça, calmement, comme à l'époque où son mari, après le vol de son mari, je crois que il était très populaire et partout où il se déplaçait, il avait des foules énormes qui l'entouraient. Mais là, on était à la Cité des Étoiles, à côté d'elle, et c'est comme si on avait Madame Michemu à côté, quoi. Je veux dire, bon, bien sûr, c'était une dame qui avait de la classe, mais rien de par rapport à ce qu'on aurait connu en Occident, il y a pas d'ego en Russie, vous voyez, il n'y a pas d'ego surdimensionné. Je crois que c'est une des conséquences de ce qu'ils ont connu au travers de leur vie socialiste. L'individu s'efface devant la collectivité. Et quelque part, c'est impressionnant pour nous qui sommes peu habitués quand même à cette modestie, enfin, où que chacun reste à sa place sans jamais essayer de se mettre en valeur par rapport aux autres. Et c'est très agréable à vivre, je dois dire. Et ça nous est beaucoup d'honneur de côtoyer ces personnes. Par exemple, Alexis Léonov, qui était notre voisin dont on parlait, il avait beaucoup d'amitié pour nous deux, et en particulier pour Claudie, parce que c'est vrai qu'il y avait peu de femmes qui avaient volé à l'époque, et en particulier occidentales, il n'y en avait pratiquement pas à l'époque où on s'entraînait avec Claudie. Et donc, Alexis Léonov, qui avait des fonctions à la Cité des Étoiles, était en particulier chargé de s'assurer que les étrangers entre guillemets, parce que nous Français, ils ne considéraient pas tout à fait, ils sont très francophiles aussi, les Russes, même encore maintenant, il faut s'en souvenir. Enfin, j'espère. On les maltraite un peu, donc peut-être qu'ils ont pris un peu leur distance maintenant, ou ils sont un peu déçus, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on était très bien reçus, ils adoraient les Français. Et Léonov, quand il nous croisait, il nous serrait dans ses bras, et comment allez-vous? Il s'inquiétait de notre santé, si on était bien installés. Alexis Léonov, quand même, ce personnage. Alors que nous, on n'était pas grand-chose par rapport à lui, bien sûr. Hein. Et pour compléter sur quelque chose de très personnel, Jean-Pierre et moi, nous sommes un couple, nous nous sommes mariés en 2001, nous nous sommes mariés en France, et nous avons fait un deuxième mariage à la Cité des Étoiles, organisé par Alexis Léonov. C'était pas un C'est pas un mariage, mais on a reçu tous nos amis à l'occasion de. Et c'était Alexis qui avait organisé tout ça. Ouais. On était en famille avec eux. Et cette simplicité dont parlait Jean-Pierre, c'est vrai qu'on l'a ressenti à chaque instant. On était intégrés dans une famille, une fraternité, on le dit souvent, mais vraiment dans la famille, avec les épouses et les époux. Il n'y avait pas de distance avec des gens qui venaient de l'extérieur, enfin des astronautes étrangers, entre guillemets, qui venaient s'entraîner. On vivait dans le même immeuble que leurs plus grands astronautes, alors que les astronautes plus jeunes qui avaient été sélectionnés et qui n'avaient pas volé étaient dans des logements de moindre qualité déjà. Donc ils nous considéraient comme tous leurs cosmonautes qui avaient volé. On n'a pas eu la chance d'aller boire un thé chez Monsieur et Madame Gagarine, mais si on était arrivé quelques années plus tôt. Ça aurait été possible. C'est incroyable ce que vous racontez quand même, parce que. Et alors dans notre immeuble aussi, il y avait toute une génération la génération des cosmonautes. C'était Almas, je crois. C'est un programme militaire. Oui. On vous entend plus. On vous a perdu. On a perdu votre son. Des petits problèmes du live. Vous nous entendez? Oui, ça y est, on vous entend. Et donc, il y avait ces fameux cosmonautes qui vivaient aussi dans ces immeubles, qui n'avaient jamais volé, puisque en fait, le programme militaire le programme des stations militaires avait été interrompu. Enfin, il n'est pas arrivé à maturité. Et on rencontrait ces astronautes qui n'étaient pas connus, qui étaient d'ailleurs pas nomenclaturés. Je pense qu'il n'y avait pas, comme c'était des programmes militaires, c'est quelque chose qui n'avait pas été diffusé dans les actualités occidentales. Mais on côtoyait ces gens-là, et d'ailleurs c'était assez, comment dirais-je,
pour nous un peu gênant, un peu attristant, parce que ils avaient la même passion que nous. Ils auraient aimé voler dans l'espace. Souvent, ils étaient beaucoup plus âgés que nous. Et quand ils nous voyaient nous préparer pour partir, il n'y avait pas de jalousie, mais on sentait que ça déclenchait en eux une certaine nostalgie. Et il y en avait trois ou quatre comme ça autour de nous. Adrien, peut-être que j'ai pas d'œil sur le chat, donc si tu vois passer des questions, je me dis qu'il y a pas mal de questions. Je vais revenir un petit peu. Alors déjà, il y en avait une justement qui était assez amusante par rapport à ce que vous racontiez justement par rapport à vos héros qui étaient Gagarin, etc. Que d'autres personnes en tout cas disent que justement pour eux c'est un honneur de pouvoir discuter avec vous par ce live Twitch, vu que c'est vous leur héros d'enfance. Et oui, voilà, ça flatte un peu l'ego à la française peut-être. Ça se transmet, mais c'est vrai, il faut imaginer Claudie Aigneret parler du souvenir du vol de 69. Vous avez évoqué la figure de Valentina Tereshkova, c'est quand même aussi un personnage important. J'avais une petite question technique qui était passée avant, pardon, avant que je l'oublie. C'était une question, donc l'inclinaison de l'orbite en fait des Vostok était de 65 degrés. Et la question c'était, est-ce que depuis, il y a eu d'autres... jamais depuis lors des engins habités n'ont été aussi loin au nord et au sud. La vue de la Terre n'est-elle pas plus spectaculaire au nord ? Non, ce que vous pouvez, la limite que l'on a, c'est surtout d'ailleurs sur l'Antarctique. L'Antarctique n'est pas visible sur la 56 degrés, 52 ou 56, je me souviens plus, 52 je pense. On n'arrive pas à voir l'Antarctique, on est beaucoup trop au nord. En ce qui concerne la calotte polaire, c'est souvent très perturbé nuageusement et donc on voit de toute façon pas grand-chose, mais c'est vrai que une grande partie du nord de la Sibérie ou du nord du Canada, le Hudson, au nord de l'Hudson, n'est pas visible. Autrement, pour les latitudes intermédiaires, c'est exactement la même chose. Tout à l'heure, Claudie disait que Gagarin était un ambassadeur, et je tiens juste à rappeler que dans sa mission, à lui, pendant son vol, lui était assigné la mission de décrire ce qu'il voyait. C'est ce qu'on a pu déplorer un peu sur les missions Apollo, où ceux qui ont marché sur la Lune, les Américains qui ont marché sur la Lune, nous ont pas bien décrit quand même ce qu'ils ont vu là-haut. Alors que Gagarin, lui, l'a fait. On a mis un papier en ligne tout à l'heure, ce matin, sur le vol de Gagarin, un petit récit qui rappelle un peu comment ça s'est déroulé. Donc, si vous voulez savoir dans le détail, vous pouvez aller le voir en lisant ce papier qui a été écrit par notre pigiste Antoine Meunier. Il rappelle que dans la mission de Gagarin, il y avait la description de ce qu'il voyait par le hublot. Alors, c'était un hublot un peu particulier, je crois. Il avait un dispositif avec des miroirs. C'était une sorte de périscope parce qu'il pouvait pas beaucoup bouger. Et il voyait au travers d'une glace, oui. Voilà, c'est ça. Il a décrit ce qu'il voyait, les rivières, les mers, la couleur de la mer, les choses comme ça. Et puis, il y a un détail aussi pendant le lancement. Il dit qu'au moment où il rentre dans l'espace, il est entouré d'un millier d'étoiles scintillantes qui voient au travers du hublot. Et j'avais noté ce passage parce que quand vous vous souvenez du film L'étoffe, oui, absolument, l'étoffe des héros. Oui. L'étoffe des héros, il y a un passage où d'un astronaute américain, je me souviens plus son nom, c'est Scott peut-être, qui est dans une station relais en Australie avec les aborigènes. Et les aborigènes font un grand feu et ce feu envoie des flamèches dans le ciel et ils disent que dans leur culture, ce sont des étoiles qui montent vers le ciel. Et en fait, quand moi j'ai volé, je me souviens mon premier vol, j'ai vu ces étoiles aussi et j'ai compris ce que ça peut être en fait. C'est-à-dire que quand les étages se détachent, il y a les pyrotechnies, les boulons pyrotechniques, il y a du métal en fusion de ces explosions pyrotechniques qui se détachent. Mais comme on est dans le vide absolu, en particulier aux alentours du deuxième, troisième étage, ces petites boules incandescentes elles volent mais tout à fait doucement au travers du hublot puisqu'elles vont à la même vitesse en fait. Elles gardent l'inertie initiale après la pyrotechnie et on se voit entouré de toutes ces petites boules de métal en fusion qu'on voit flotter librement de manière un peu aléatoire autour du hublot et je pense que c'était ça en fait. C'est amusant de pouvoir recouper effectivement des allégories un peu poétiques de la description de Gagarin avec ce qu'on vit après, qui est en soi quelque part une allégorie extrêmement poétique. Une expérience personnelle.
Et si l'on en croit ce qui a été écrit, enfin on l'a pas entendu directement, sur la sélection du premier, donc de Yuri Gagarin, dans le groupe de ceux qui avaient été sélectionnés et entraînés, c'était ce caractère d'humilité, d'ouverture, de sourire, de facilité, d'être un compagnon bienveillant et bien sûr expert et très très professionnel, qui ont fait pencher la balance vers Yuri Gagarin plutôt que d'autres, parce qu'il était cet ambassadeur, je dirais, plus large spectre de toute une humanité. Justement, là, on peut revenir à l'anecdote. Il faut parler à ce stade-là de German Titov, qui était le numéro 2. Une anecdote que je peux vous raconter, puisque pendant, si vous permettez, peut-être pas vous. Avec plaisir. J'ai eu la chance inouïe de côtoyer German Titov. Et c'était à l'occasion du premier vol de Léopold Yartz. Après le vol, on se retrouvait tous dans des cars et ces cars qui devaient nous ramener à l'avion pour partir sur Moscou. Et je me souviens, c'était en plein été, on était à Kania dans le car, et on a attendu, je pense, 3 quarts d'heure. On était là immobile, on savait pas ce qu'on attendait. Et il y avait un monsieur qui était au premier rang, en costume civil, avec des yeux de samoyède, vous voyez, d'un bleu absolument extraordinaire, comme des chiens samoyèdes, qui restait là calmement. Et au bout de 3 quarts d'heure, quand même, il s'est levé et il dit, mais quand même, ça fait 3 quarts d'heure, on a des invités ici, internationaux, et vous les faites attendre sans leur dire, sans les prévenir. Vous devriez les informer de ce qui se passe. Et donc, il intervient. Là, ça faisait 3 quarts d'heure qu'il était assis dans le car à la Kania avec nous. Je ne connaissais pas ce monsieur, je ne l'avais pas reconnu. Et après, quand on rentre, nous les astronautes, quand on rentre à Moscou, on rentre dans l'avion spécial de la Cité des Étoiles, avec des salons. Hein. C'est pas un avion avec des places l'une derrière les autres, mais il y a des compartiments, des salons, et surtout il y a le traditionnel pot qu'on boit absolument tous ensemble avec le chef de la Cité des Étoiles. Et là, je vois ce monsieur qui était dans le salon d'honneur de l'avion. Et je demande à mon ami, c'était, comment il s'appelle, enfin peu importe, l'astronaute de la Cité des Étoiles, j'ai dit, mais qui c'est? Mais c'est German Titov, c'est numéro 2. C'est numéro 2, oui, quand même. Ouais. C'est numéro 2. Et là, j'en suis écoulé, j'étais à côté de numéro 2, et surtout la modestie, il est resté 3 quarts d'heure dans le car sans rien dire, comme tout le monde, et en fait, il n'est intervenu que pour nous. Ouais, c'est ça. Et j'ai pu faire le voyage retour avec German Titov. Et il m'a raconté une histoire, je sais pas, il me dit, tu sais que ça fait exactement tant d'années que j'ai volé, et il dit, je voudrais te demander, tu sais que Gagarin, aujourd'hui ils ont décollé exactement à l'heure, et tu sais que Gagarin, il a décollé avec 1 heure de retard. Bon, je ne savais pas qu'il avait décollé avec 1 heure de retard. Il dit, oui, parce qu'au moment de mettre dans la fusée, il s'est échappé, il aura fallu 1 heure pour le retrouver et le rattacher dans la fusée. Je dis, oulala. Mon héros a le complexe numéro 2. Il dit, alors que moi, j'ai volé exactement à l'heure. Et là, ça m'a conforté dans ma crainte qu'il ait le syndrome du numéro 2. Il dit, tu sais pourquoi j'ai décollé exactement à l'heure? Il dit, parce que je me suis échappé, il aura fallu 24 heures pour me retrouver et m'attacher. Il avait quand même un certain sens de l'humour. On parle quand même de German Titov, qui a quand même été effectivement le numéro 2. Il a volé à 25 ans. Ça reste, je crois, aujourd'hui encore le plus jeune être humain à être parti dans l'espace. Il était, si vous regardez son physique à l'époque, il avait un physique d'athlète. Hein. Il avait des pectoraux, des épaules énormes. C'était un très bel homme, des cheveux bouclés. Et même âgé, ça restait un très bel homme, mais qui avait beaucoup de sens de l'humour. Donc, comme j'ai essayé de vous le dire. Et il est mort il y a une dizaine d'années, 12 ans.
mort dans sa datcha à cause d'un poêle qui émettait du CO. Il s'est fait empoisonner par son poêle, malheureusement. Ah oui. C'est vraiment dommage. Il faut s'en souvenir, on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai. Bien sûr, d'ailleurs, je ne sais pas si, Adrien, tu as les photos que je t'avais envoyées. Il y a une photo où on voit la sélection des 4 premiers cosmonautes russes. Je vais remettre ça. Je sais pas, pardon. Ah oui. Je vais la mettre. Parce que justement, on voit Titov, quoi. On voit Gagarin, Popovitch, Titov, Nikolaïev, je crois. Je ne sais pas si tu vois cette image. Ouais. C'est juste un peu de temps pour le mettre. Qu'on puisse, c'est bon. Voilà, c'est ça. Tous ceux-là, on les a côtoyés, Nikolaïev, Popov, voilà, c'est l'histoire. Voilà, les 4 premiers qui ont été sélectionnés. J'ai lu dans l'ordre de gauche à droite, du coup, ça fait. C'est Gagarin, du coup. Gagarin, Popovitch, Titov, je pense, et Nikolaïev. Nikolaïev à droite. Nikolaïev est à droite. Et on voit Titov, c'est un très bel homme aussi. Donc là, les 4 premiers. J'aimerais bien qu'on parle des traditions, à moins que tu aies, Adrien, des questions oui, c'est vrai qu'on peut peut-être faire une petite question, oui, c'est vrai. Parce qu'après, je peux pas toutes les avoir, mais donc c'est bien parce qu'il y en avait une justement qui était sur l'anecdote de Titov prestancieux, donc au moins voilà, ça s'est répondu. Ah oui, parce que quelqu'un avait justement demandé à raconter ça. La première question, c'était est-ce que si vous étiez, alors peut-être une question un peu bizarre, disons, mais si imaginons dans un univers où on accepte les astronautes jusqu'à n'importe quel âge, n'importe quelle condition, et qu'on vous propose sans danger de repartir dans l'espace, est-ce que vous accepteriez? Non, moi c'est terminé. Je pense pas d'ailleurs que j'ai les conditions physiques maintenant que j'avais à l'époque. Et puis surtout, il faut se rendre compte qu'il y a très peu d'opportunités de vol pour les Européens et que maintenant c'est place aux jeunes, à la nouvelle génération qui continue à tracer le chemin qu'on a contribué à tracer et qui se prépare pour des exploits, j'espère, encore plus ambitieux, comme le retour de la Lune. Notre ami Thomas Pesquet va voler dans quelques semaines. J'espère que ce 12e vol va lui ouvrir la voie à des projets encore plus ambitieux ensuite, d'être le premier Européen ou même d'être un Européen qui va sur la Lune. Et donc c'est pas, je crois il y a peu de place et c'est important que les jeunes générations soient présentes pour pouvoir participer à la continuité de cette aventure d'exploration spatiale. Alors, je partage tout à fait l'avis de Jean-Pierre, mais dans un monde utopique qui n'existe pas. Si on me demandait de partir pour une mission à la surface de la Lune, dans ce monde utopique, je dirais oui, parce que mon désir... voilà. Il reste toujours un petit envie. De juillet 69, comme je le disais tout à l'heure, voilà, et poser le pied sur la Lune, ça va être une aventure absolument extraordinaire qui va se réaliser avant la fin de cette décennie. Et ça, c'est fantastique. Je souhaite vraiment que ça se passe le plus vite possible. Effectivement, d'abord avec ce vol américain de Artemis, et puis que ça puisse s'ouvrir et qu'effectivement on puisse voir, pourquoi pas, une Européenne ou un Européen sur la Lune. Il y a une sélection en ce moment. Voilà, il y a toute une jeune génération qui est encore dans les 7 de la sélection de Thomas Pesquet. Et puis, comme vous le savez tous, une nouvelle sélection de l'Agence spatiale européenne. Les dossiers sont en accès Internet sur le site de l'ESA Carrière. Ça a démarré le 31 mars. Et il faut avoir réenvoyé son dossier rempli, certificat médical et tout ce qui va bien d'ici le 28 mai. Donc, entre 31 mars et 28 mai, c'est la nouvelle étape, la nouvelle sélection d'astronautes qui sera l'automne 2022. On saura quels sont les 6 nouveaux jeunes Européens qui continueront ce chemin ouvert par Gagarin. Oui, avec de beaux objectifs. Pour compléter la réponse, c'est difficile de rêver, de se dissocier des conditions qui nous ont permis d'accéder à cette chose-là. C'est des passages obligatoires. C'est aussi une énorme chance de passer au travers de toutes les sélections et de tous les aléas qui peuvent être des aléas politiques parfois, des aléas de santé.
Et donc, c'est difficile de faire abstraction de toutes ces conditions et de penser qu'encore à 72 ans, qui est mon âge actuellement, on pourrait faire ce qui a nécessité tant d'exigences de notre part à l'époque. Moi, je sais que par rapport à ma génération, j'ai fait pratiquement tout ce qui m'était accessible, puisque j'ai fait un vol longue durée, j'ai fait des sorties extravéhiculaires. Ensuite, bien sûr, je serais bien allé sur la Lune à l'époque. Ça, bien sûr, c'est un rêve absolu, mais c'était hors de portée d'abord. Et il y a une autre chose que j'aurais bien aimé faire et que j'ai travaillé, sur laquelle j'ai travaillé pendant 5 ou 6 ans, c'est d'être le pilote d'essai d'Hermès, l'avion spatial qui a été développé par l'Europe sur proposition de la France dans les années 85. J'ai travaillé avec une équipe formidable. D'ailleurs, c'est un énorme souvenir, ce travail en projet à l'époque. Et c'est vrai qu'être le premier pilote d'un avion spatial européen, qui était différent de ce qui avait été fait à l'heure actuelle, à l'époque, c'était différent de la navette, hein, puisque disons que Hermès était le taxi quand le shuttle américain était un autocar, bon, pour comparer. Et c'est vrai que ça aurait été formidable. Ça n'a pas été possible, le programme a été interrompu. Tout le reste qui était accessible, on l'a fait pratiquement. Enfin, tout ce qui était les activités qui étaient offertes aux astronautes à l'époque. Bien sûr, on aurait pu être commandant de bord aussi d'un shuttle, mais ça n'a jamais été proposé à un étranger. Vous voyez. Ouais. Donc, il ne faut pas avoir de regrets et surtout savoir apprécier la chance qu'on a eue. On a eu une chance inouïe, on a vécu des moments extraordinaires. Beaucoup de passion, largement satisfaite et il ne faut pas bouder son destin, je crois. En parlant de ça, moi je voudrais mettre le point sur l'aventure humaine qu'on a eu la chance de vivre, parce que là on parle beaucoup de Youri Gagarin, de cette coopération franco-soviétique puis franco-russe, mais en vivant à la Cité des Étoiles depuis les années 91, 92, jusqu'en 2001, pour moi, ma seconde mission, on a vu s'ouvrir aussi à cette coopération internationale, toujours dans un grand respect et admiration des pionniers, dont Gagarin. Mais on a vu arriver des Européens de toute nationalité, on a vu arriver bien évidemment les Américains, d'abord pour le programme Shuttle Mir, puis ensuite la construction de la Station spatiale internationale. Donc, on a vraiment, quand je parle d'humanité, pour moi, ça a vraiment un sens, à la fois dans cette aventure humaine qu'on vit, dans la coopération, et essayer d'aller vers un succès de cette expansion, de cette exploration dans des domaines mal connus. Et humanité aussi parce que voilà, on est 580 privilégiés à avoir eu la chance d'être en orbite, d'avoir regardé la Terre par le hublot et d'avoir peut-être un regard un petit peu différent d'un terrien qui est resté les pieds sur sa planète Terre. Ah bah justement, en parlant en regard différent, il y a plusieurs images que j'aurais voulu vous soumettre, Adrien, si tu peux, puisqu'on parlait d'humain et je crois que vraiment pour la tradition spatiale russe, l'aspect humain est très important. Alors vous l'avez déjà signalé, mais je voulais qu'on parle un peu justement de ces traditions d'avant-vol et de ce qui reste aujourd'hui. C'est aussi l'héritage direct finalement du vol de Youri Gagarin, hein, dont on parle aujourd'hui. Adrien, est-ce que tu peux nous montrer cette photo de l'hôtel des cosmonautes que j'avais pris à Baïkonour, ou alors peut-être. Bon, voilà. C'est l'hôtel là. Donc, c'est ça. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Sur la Kanga. Voilà. Donc là, c'est latéral où on monte les couleurs la veille pendant les 2 jours qui précèdent le vol. On monte les drapeaux. Et c'est là que vous résidez avant de partir, c'est ça? C'est là qu'on est. Ouais. Oui. Alors pour mon premier vol, on était resté plus de 3 semaines, je crois, avant le décollage. Et puis entre mon premier et le deuxième, c'est-à-dire entre 92 et 98, donc vers les années 95, les conditions sanitaires du Kazakhstan étaient telles que ils ont décidé de raccourcir cette semaine de préparation à Baïkonour.
Alors, il faut savoir que là-bas, en particulier pour une période de 3 semaines, il faut continuer l'entraînement. Et donc, il y avait des simulateurs, il y avait tous nos entraîneurs qui étaient autour de nous, les médecins. Enfin, c'était une énorme délégation qui se déplaçait de Moscou, la Cité des Étoiles, vers Baïkonour, pour faire notre préparation finale avant le tir. L'exigence qui reste, qui était complémentée par beaucoup d'autres exigences à l'époque, mais l'exigence d'arriver une dizaine de jours avant le décollage, c'est que l'équipage doit rentrer, l'équipage numéro 1, c'est la seule chose la première fois que l'équipage numéro 2 ne fait pas exactement le backup, donc ne fait pas exactement la même chose que l'équipage numéro 1. Mais l'équipage numéro 1 rentre dans le vaisseau qui va voler, le vaisseau bon de vol, et doit donner sa quittance, son acceptation, sa réception, en fait, sa recette. On fait la recette, l'équipage fait sa part de la recette du véhicule. Et ça se fait avant son montage sur la fusée. Donc, il y a après la semaine d'assemblage, le vaisseau lui-même, la fusée elle-même étant érigée 3 jours avant le décollage. Je ne sais pas comment c'est maintenant. Et voilà, mais il y avait beaucoup de temps mort, bien sûr, là-bas. Alors, l'été, il y avait la piscine, il y avait un tennis qui était un vrai champ de pommes de terre. Et l'hiver, vous avez vu l'image, on était confinés lors du décollage de Thomas Pesquet, où on est allé pour la dernière fois, avec Claudie d'ailleurs. On était en plein hiver, il y avait de la neige, il faisait très froid. Et bon, ça fait Baïkonour a 2 visages exotiques. Un, c'est des très fortes chaleurs, l'autre, c'est des neiges et le froid. Et en fait, cette période à Baïkonour, c'est aussi une période où on est en quarantaine pour éviter toute contamination. Et c'est vrai que les conditions à Baïkonour, à l'époque, depuis l'hôtel des cosmonautes a été refait, être plus safe, je dirais, plus sur le plan sanitaire. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, on faisait ce qu'on appelle la prophylaxie, cette quarantaine, à la Cité des Étoiles, dans un endroit spécial qui s'appelle le prophylactorium, justement, et où on ne partait à Baïkonour que dans les 10 jours qui précédaient le vol. Mais pour revenir à votre approche des rituels, alors c'est vrai, quand on arrive près de cet hôtel, si on va un petit peu sur la droite de l'image, eh bien, on va aller sur une grande allée qui va nous emmener au bout vers l'amour d'Aria, la Cire d'Aria, la rivière qui est au bout de l'allée. Et cette allée, c'est l'allée des cosmonautes où chacun des cosmonautes plante un arbre avant sa mission. Et bien évidemment, le premier arbre, c'est l'arbre des Yuri. Le fait de planter un arbre, ça a été institué dès Yuri Gagarin, c'est ça? En tout cas, il y a l'arbre de Yuri Gagarin. Alors, je pense que c'est lui qui l'a planté. Il y a effectivement ce rituel de la. Alors, il y a des arbres qui sont plus petits que d'autres. T'as une vidéo de ces arbres-là? En fait, non, c'était plutôt la vidéo de. Je crois que c'était pour l'anniversaire de mort de Yuri Gagarin, mais je pense que c'était plutôt les 50 ans. Alors, je sais pas si ça va marcher. C'est une vidéo russe qui est de l'agence Eurocosmos, où je crois qu'on voit, voilà, là, on voit quand même l'arbre. Ah oui, d'accord. C'est doit être celui-là, du coup, je pense. Donc voilà, c'est juste pour montrer. C'est un arbre très spécial, je me souviens plus de son nom, mais qui est typique de cette région du Kazakhstan, qui résiste à ces grands froids et ces grandes chaleurs, qui pousse pas très bien quand même. On sent pas que c'est un arbre très florissant. Alors, d'ailleurs, la région n'est pas non plus très florissante. Décrivez-nous un petit peu la région de Baïkonour. On est dans la steppe, il n'y a pas. C'est surprenant de voir des troupeaux de chameaux dans la steppe, juste à côté de la zone de tir. Voilà, c'est parfois un petit peu exotique. Alors, parmi les traditions, il y a la fameuse projection du film Bielosoncev Poustine, qui est un film de Khoudejnik, comme ils disent, c'est-à-dire un film artistique et poétique je me souviens plus de l'auteur, mais chaque équipage, la veille du décollage, doit regarder
ce film. Et je me souviens même que la première fois, on devait remplir un questionnaire, un film en russe, hein, bien sûr. On devait remplir un questionnaire pour montrer qu'on avait suivi chaque détail. Et, bon. C'était bon enfant, hein, c'était pas une interrogation écrite. Et si vous répondiez pas bien, vous voliez quand même. Mais en tout cas, c'est un moment chaleureux. Et c'est un film extraordinaire, d'ailleurs, que vous pouvez trouver sur Internet. Hein, ça s'appelle Soleil blanc dans le désert. Et ça se passe pendant la guerre patriotique, quand les tsars pacifiaient ces territoires du sud de l'Empire. Et il arrive au soldat, comment s'appelle-t-il? Soldat Sourov, qui est le personnage principal, rentre chez lui après avoir bravement combattu les pirates et au travers de son chemin qu'il ramène vers la Russie, à pied, il y a 3000 kilomètres quand même, donc c'est vraiment une allégorie, hein. Il rencontre toutes sortes de périls et il s'en sort toujours. Et en fait, je crois que on en a déduit que c'est ça la philosophie de montrer ce film, c'est de dire mais vous en faites pas, il vous arrivera des tas de choses inattendues, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, vous en sortirez. Et c'est ça un peu le sens de ces traditions finalement, c'est donner des jalons qui montrent des jalons que tous les autres cosmonautes depuis Gagarine ont franchi, ou en tout cas ils se sont soumis, et que grâce à presque une attitude para-religieuse, je dis si vous faites le rite et rien de mal ne peut vous arriver. Alors, je rajouterais deux choses sur ça. Regardez le film Bielorussie в пустыне. C'est un rituel, mais ça va presque jusqu'à la superstition, parce qu'effectivement, aucun astronaute ne le rate. Aucun cosmonaute ne le rate. Si jamais on ne le voyait pas, on ne sait pas trop ce qui pourrait arriver. Ça va plus qu'à la superstition. Et puis, pour moi, je pense que ces rituels, ça nous aide à passer du statut d'équipage d'astronaute au statut de l'astronaute qui va voler. Avant, on est encore un équipage parmi d'autres. Mais quand on suit ce chemin, ces rituels, psychologiquement, c'est aussi ce qui vous plonge dans cette atmosphère de préparation au départ. Et pour moi, ça m'a aidé à me sentir, l'équipage et plus un équipage. J'en profitais vu qu'il y avait une question aussi, pardon, juste en rapport avec les rituels. C'était justement, apparemment, il y a un rituel qui consiste à uriner sur la roue d'un bus. Donc la question était comment est-ce qu'on s'adapte pour les équipages féminins c'est pas forcément le plus poétique. Le bus s'arrête, mais le pipi n'est pas obligatoire. Mais le bus s'arrête. Ouais. Non, mais cela dit, là, c'est pas seulement de la tradition, c'est un but fonctionnel. C'est que à partir du moment où vous êtes en scaphandre dans votre vaisseau, vous n'allez plus pouvoir rien faire pendant 6 à 7 heures. Donc, il est sain et il est raisonnable, sachant que vous êtes en scaphandre, de prendre vos précautions avant de décoller. Mais c'est devenu une tradition. Et c'est vrai que quand vous faites ça et vous dites que tous les cosmonautes russes ou autres ont fait ça avant vous, vous avez l'impression d'accéder à un grade quelque part. Hein. Vous êtes passé du candidat, effectivement, c'est un peu ce que disait Claudie, mais psychologiquement, le fait de faire la même chose que Gagarine, c'est être un fils de Gagarine. C'est devenir un fils de Gagarine. Et donc, vous rentrez ce rêve, parce que même jusqu'au dernier moment, on n'est jamais sûr que tout va bien se passer. Moi, jusqu'au moment où la fusée s'est ébranlée, tout s'est mis à vibrer, j'ai dit, là, plus personne ne prendra ma place. Mais jusque-là, on n'est jamais sûr de rien. Claudie, par exemple, pour un de ses vols, 3 semaines avant le décollage, son commandant de bord a fait un électrocardiogramme qui n'a pas plu aux Russes et ils l'ont arrêté, ils l'ont changé. Il n'a jamais plus fait, ce garçon, d'ailleurs, alors qu'il n'a jamais eu aucun problème cardiaque après. Donc, le fait de franchir ces étapes vous renforce dans la certitude que vous allez vraiment vivre quelque chose qui, même pour nous qui nous entraînons,
en tout cas avant le premier vol, paraît un Graal inaccessible. Enfin, en tout cas, un Graal à conquérir. Ça, c'est incroyable parce que j'ai déjà entendu d'autres astronautes dire ça. Donc, il y a vraiment ce sentiment. Alors, pour nous, de l'extérieur, ça paraît incroyable parce qu'une fois qu'on est engagé dans ce processus, ça paraît inéluctable, le lancement. Et pourtant, vous dites tous la même chose, à savoir, tant que vous n'êtes pas assis, et même là, tant que la fusée ne se met pas à vibrer, il n'y a pas cette certitude. Vous n'y croyez pas. C'est pas encore concret. C'est incroyable, quand même. Eh bien, c'est un peu de la superstition. C'est de se dire, vous savez, quand on croit très fort, celui qui dit, moi, je vais être chef, je vais être président de la République, bah, c'est pas celui qui le dit qu'il est, comme dit quelqu'un récemment. Vaut mieux pas le dire, et faire, se tenir à carreau, faire ce qu'on vous demande le mieux possible, et se donner toutes les chances. Jusqu'aux augures, même si vous n'êtes pas croyant, il faut absolument se ménager les augures. Et tout ça, c'est un peu, tout ce rite, c'est ça, en fait. Dans les rituels complémentaires, alors je ne sais pas si Gagarine les a fait aussi, mais c'est une tradition en Russie avant un voyage de tous se mettre assis et respecter 1 minute de silence, voilà, pour se préparer au voyage. Et ça, on fait juste avant de partir. Et puis, bien évidemment, vous avez tous vu ces signatures sur la porte de la chambre dans laquelle on était. Mais le fait de s'asseoir, moi, j'ai vu des commandants ou même un docteur qui, il y avait un astronaute ou un membre ou un non-astronaute qui était, parce que c'est l'astronaute et les proches de l'équipage et les proches de l'équipage. On est 10 ou 15. Quelqu'un se levait prématurément avant la minute et j'ai vu un médecin paniquer, pas paniquer, mais dire « assieds-toi !» Il est parce que il était en train de faire quelque chose qui allait donner la guigne à l'équipage. Ouais, donc c'est vraiment important. Est-ce que dans les traditions, il y a la visite à la chambre de Gagarine? Parce que j'ai une photo, Adrien, je sais pas si tu peux la montrer. Oui. Alors c'est peut-être quelque chose qu'on fait quand on... Alors voilà, d'accord. C'est pas que pour les touristes. Pas l'équipage. L'équipage, il est en prophylaxie. Oui. Et l'équipage numéro 2 peut le faire. Mais l'équipage numéro 1, il va juste au vaisseau et le reste du temps, il est en prophylaxie à l'hôtel des cosmonautes. D'accord. Mais effectivement, il y a ces 2 petites maisons, celle de Gagarine et celle à côté de Korolev. De même que l'érection 3 jours avant le décollage, l'érection du lanceur, l'équipage numéro 2 peut y aller. Il est hors de question que l'équipage numéro 1 y aille. Parce que ça porte malheur. Oui. Et ici, un cas. Oui, beaucoup. C'est dû au caractère quand même aléatoire et difficile du vol spatial, c'est ça? Oui, quand vous regardez une fusée, la première fois qu'elle décolle, c'est la dernière fois aussi, mais en tout cas, elle n'a jamais été. On n'a jamais utilisé ces systèmes au maximum, comme on fait pour un avion, par exemple. On fait un roulage et puis on augmente la vitesse. Et voilà, une fusée, elle est toute neuve, elle vient d'arriver. Bien sûr, il y a toute une équipe qui vérifie que tout est fait selon les normes et les critères qualité. Mais malgré tout, il y a toujours une part aléatoire. Hein. Il y a par exemple les paramètres extérieurs, la foudre, un cisaillement de vent, un groupe électrogène. Moi, pour mon premier vol, par exemple, le groupe électrogène sont tombés en panne au moment du compte à rebours. 1 heure et demie avant le décollage. On était assis dans la capsule. D'un seul coup, plus de son, plus de lumière, juste éclairage secours à l'intérieur du Soyouz. On perd le contact avec le sol. Moi, j'étais en place droite. Le commandant de bord, Sebleyev, c'était son premier vol. Serebrov, à gauche, c'était son 3e vol. Il disait, les gars, je sais pas ce que c'est pas nominal, c'est pas un truc qu'on avait fait au simulateur. Et si jamais on a un feu au lanceur, on va être éjecté. Donc, je vous recommande de mettre votre dos contre le siège parce que c'est 10G et si vous voulez avoir un endommagement à l'éjection. Voilà. En fait, il n'y a pas eu d'éjection. Ce qui s'était passé, c'est que nos amis russes n'avaient pas payé le carburant du générateur d'électricité. Comment ça s'appelle, un bloc électrogène, et donc l'alimentation principale avait été coupée en pleine séquence. C'est incroyable. Et on a décollé comme ça sur les onduleurs. Ah oui, quand même. Donc dans le bunker qui est au pied de la fusée du lanceur, ils étaient aux bougies pratiquement, enfin en éclairage secours. Ils ont tiré comme ça s'est bien passé.
Et vous l'avez su après que c'était un problème de... Oui, on vous l'a pas dit tout de suite, évidemment. Après, disons, je crois qu'une heure ou 3/4 d'heure avant le décollage, on a retrouvé le contact avec le sol et on a pu continuer donc la séquence synchronisée. Ça veut dire que c'est du robuste, l'astronautique russe. C'est la même fusée que Gagarine, en fait, de compte. C'est un missile balistique, hein, donc ça doit être rustique. Ouais. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est pas à 100% comme n'importe quel outil industriel qu'on peut essayer avant de l'utiliser. Une voiture, un avion, tout ça, on l'utilise. On peut faire des essais pour vérifier que tout fonctionne bien. Un lanceur, on ne vérifie qu'au décollage. Alors, la fusée, justement, bon, bien sûr, elle a subi des évolutions, mais en tout cas, le premier étage, la base, c'est le même missile que celui qui a lancé les Sputnik et puis les Vostok. C'est à bord de ces fusées-là que vous êtes allé dans l'espace. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça secoue? Est-ce que c'est dur physiquement? Est-ce qu'il y a un moment difficile avec l'accélération? Est-ce que ça démarre à fond? Est-ce que c'est plus tard que c'est difficile? Racontez-nous un peu l'impression qu'on peut avoir à bord d'un Soyouz qui finalement ne doit pas être si différente de celle que Gagarine a vécue à l'époque. Et je rajoute tout de suite qu'il y avait une question: quel est le moment le plus stressant dans un vol? Donc, on permettra de répondre en même temps. Sur un Soyouz, c'est beaucoup moins stressant que sur un shuttle, par exemple. Et pourquoi? Quelle est la différence? Il y a une différence d'accélération, mais l'accélération, bon, pour des gens qui sont habitués aux opérations, parce qu'il y a des pilotes de chasse, c'est pas un gros problème. Mais c'est vrai que les boosters à poudre accélèrent beaucoup plus. Par exemple, si vous voyez une Ariane décoller, une Ariane 5 ou même un shuttle, et un Soyouz, c'est pas du tout la même trajectoire. Le shuttle, il accélère à 2G. Donc vraiment, il va disparaître dans le ciel, il va décoller, il va disparaître dans le ciel très rapidement. Le Soyouz, au départ, je vais le mettre devant la caméra, il se lève en ciel, on a l'impression qu'il est complètement suspendu au sol. L'accélération initiale du Soyouz, c'est 1,2 G. C'est-à-dire qu'il y a 20% d'excédent de poussée par rapport à sa masse. Et donc, les premiers moments, quand on le voit s'extraire, quand on voit le Soyouz s'extraire de son installation de pas de tir, on le voit s'extraire, on a tout le temps de voir les flammes, de voir la glace qui est sur les réservoirs cryotechniques d'oxygène liquide. Il y a de la glace qui se forme. Cette glace qui, par les vibrations, se sépare et tombe. La fumée, enfin, c'est une image magnifique. À l'intérieur, un G2, c'est quand même beaucoup plus confortable. Mais surtout, tous les pilotes qui étaient dans le shuttle vous le diront, les 2 premières minutes dans le shuttle étaient des minutes où vraiment ils étaient, comment dirais-je, en alerte. Ils étaient en alerte. Parce que le problème des boosters à poudre, c'est que vous ne pouvez pas les arrêter. Oui. Une fois qu'ils sont mis à feu, vous êtes obligé de subir l'accélération pendant 2G. Et c'est d'ailleurs un des problèmes qu'on avait sur Hermès, c'est que Ariane 5 avait 2 boosters à poudre. Et après l'accident de Challenger, on avait compris qu'il était absolument essentiel de pouvoir mettre un système d'éjection de l'équipage sur le pas de tir pour couvrir la panne d'un booster, l'explosion d'un booster. Et en fait, on peut pas séparer le booster, on peut pas l'arrêter. Une manière de neutraliser la poussée du booster, ce serait de couper la partie supérieure de telle manière que par équilibre de poussée, vous voyez, si on fait une ouverture à l'opposé des tuyères, on annule la poussée. Ouais. Manque de peau, Hermès étant au sommet du lanceur, si on avait décloté, on aurait grillé Hermès aussi. Et donc, ces 2 premières minutes étaient extrêmement stressantes sur le shuttle. Sur un véhicule comme le Soyouz, dont tous les moteurs sont des moteurs qui utilisent des propergols liquides, kérosène, oxygène liquide, vous avez trois vannes que vous pouvez utiliser pour arrêter le moteur. Vous avez la vanne d'oxygène, la vanne de kérosène, et vous avez la vanne de comment ça s'appelle, la turbopompe qui gave, qui permet d'amener le carburant en le gavant. Et donc, on peut arrêter la poussée instantanément, ce qui permet à l'équipage d'être éjecté, de sortir très rapidement d'une boule de feu potentielle, puisque là, il y a un risque d'explosion du lanceur. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir
par la dynamique, éloigner le véhicule, le vaisseau, aussi vite que possible du lanceur qui est un danger d'explosion. Et ça, c'est tout à fait possible. Et la beauté du système de Soyouz, c'est que pratiquement dans toutes les phases, on avait, depuis le pas de tir jusqu'en orbite, on avait un système de secours qui permettait de se sortir. Il y avait toujours une solution. Sur le shuttle, les 2 premières minutes, il n'y avait pas de solution de secours, pas de plan B. Et c'est ça qui était délicat. Donc le Soyouz était pas très confortable, hein, très franchement. Moi qui fais 1m82, qui faisait à l'époque 1m82, les genoux dans le menton, très rapidement on avait des crampes, avec le scaphandre qui coupait la circulation sous les genoux. C'était tout sauf confortable, et en particulier quand on gonflait le scaphandre au simulateur pour simuler un certain nombre de pannes, on sortait quand même assez exténué. Mais à part ça, au niveau du risque, de la sécurité, etc., ça reste un lanceur extrêmement fiable, outre le fait que quand on regarde ses statistiques de fonctionnement, il doit y avoir maintenant quelque chose comme 1700 tirs de Soyouz ou assimilés qui ont été effectués, et avec des taux proches de 0,99% de réussite. Non, donc c'est un lanceur qui fonctionne très bien. On peut d'ailleurs saluer la mise en orbite et l'arrivée à la Station spatiale internationale aujourd'hui d'un équipage. Ils sont partis ce matin, ils ont fait un amarrage en 2 orbites, alors que nous on mettait 24 heures 48 heures même, entre le moment où on était injecté en orbite et le moment où on rejoignait la station. Donc voilà, 3 nouveaux membres d'équipage à bord de la Station spatiale. Qui porte l'effectif à 10 astronautes en ce moment dans la Station spatiale d'ailleurs. Ils sont énorme, ouais. Il en manque un pour faire une équipe de foot. Justement, puisqu'on parle de station spatiale, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la station Mir, parce que vous y avez séjourné tous les deux. C'est une station spatiale quand même un peu mythique, la station soviétique puis russe. Quand on débarquait sur Mir, on était en URSS. Enfin, est-ce que d'ailleurs vous, Claudie, qui avez aussi expérimenté l'ISS, quelles étaient les différences entre ces deux stations? Moi, quand j'ai donc connu effectivement 2 stations, mais 2 stations très très différentes, parce que je suis arrivée dans la station Mir, donc en 96, c'est déjà une station qui avait des années et des années de vie en orbite, un nombre de modules considérable, où des équipages par dizaines étaient passés, avaient vécu, donc c'était oui, c'était un lieu de vie, un lieu de travail, bien évidemment, mais où on sentait cette présence. Alors moi, j'y suis allée, mon premier vol en 96, c'était déjà l'époque des vols Shuttle Mir. Donc à bord de la station Mir, il y avait Shannon Lucid qui était arrivé par une navette quelques semaines avant. Donc on était déjà dans quelque chose qui commençait à s'ouvrir à une coopération. Et la Station spatiale internationale, j'y suis allée en 2001. C'était tout début de construction de la Station spatiale internationale. Rien à voir avec celle que Thomas va découvrir, Thomas Pesquet, parce qu'elle n'avait que 2 modules à ce moment-là. Un module russe, un module américain. Un module russe qui était très proche du module, effectivement, que j'avais connu dans la station Mir. Donc, j'étais pas trop dépaysée avec ce module-là. Mais par contre, le module américain était déjà un module très installé pour y travailler, avec des bons d'expérience qui restaient sur place. Dans la station Mir, à part quelques gros containers, par exemple, on avait une manip qui s'appelait PK4 sur des plasmas. Et là, il y avait une grosse machinerie qui restait. Le reste, c'était un petit peu de la science en camping. On amenait avec nous notre matériel, on ouvrait le matériel dans la station, on faisait la manip, que ce soit du cognitif pour le cerveau, que ce soit du cardiovasculaire. Puis une fois que la manip était faite, on rangeait tout ça et puis on le mettait dans un coin de la station. Donc ça a beaucoup évolué. Mais moi, je retiens un immense volume, la station Mir à cette époque-là, parce que c'était vraiment très très important, avec donc des modules un peu dans tous les sens qui expliquent le problème de peut-être un peu de désorientation les 24 premières heures. On arrive dans un environnement 3D avec des modules qui sont l'un vers le haut, la droite, le derrière, devant, et donc avant d'avoir retrouvé des repères pour s'orienter dans cette très très grande habitation.
c'était un petit peu compliqué les 24 premières heures. C'était plus facile dans la Station spatiale internationale puisqu'elle était longiligne et que on trouvait ses repères immédiatement. Mais dans la station Mir, alors oui, il y avait la photo de Gagarine, il y avait la photo de Tsiolkovsky. Voilà, on était dans une atmosphère qui était très russe. Enfin, moi, je l'ai senti comme ça. Et le centre de contrôle de la mission était le centre de Kaliningrad, près de Moscou. Mir a succédé aux stations Salyut, qui elles étaient quand même beaucoup plus restreintes en volume et en possibilités. Et en particulier, pour la science, un des points importants qu'a amené Mir, c'est la production d'électricité, parce que la plupart de ces expériences scientifiques, en particulier celle de physique des solides, où on faisait la fusion de métaux, demandait un niveau d'énergie électrique important. Et il se trouve que nous, au deuxième vol, mon équipage, on a été l'avant-dernière équipe. Ah, alors on vous a coupe le son. Perdu. Là, on vous entend plus. Là, c'est bizarre, il doit y avoir un truc. C'est parce que c'est l'heure, peut-être. Ah, voilà. Ah, voilà, c'est ça. Donc c'est bon, ça recommence. On vous entend. Ça marche là? Oui, on vous entend, oui. Oh, d'accord. C'est le chronomètre. Oui, donc on a été le dernier équipage, dernière mission scientifique à bord de Mir. Il y a eu un équipage, donc on est revenu vers le mois de septembre, début septembre ou fin août, je me souviens plus. Et au mois d'avril, il y a un équipage de Russes, Lazoukine, je crois, et Zaliutin, qui sont venus pour désarmer, mais pour la préparer à son retour vers la Terre. Et donc, quand on est parti, on a quitté Mir pour la première fois depuis très longtemps. C'était arrivé une autre fois, mais au milieu de la vie de Mir. Il restait 15 ans dans l'espace. Quand on est parti, donc on a fermé les coutilles, il n'y avait personne derrière nous. On a laissé nos affaires comme elles étaient, un petit peu comme on quitte en urgence sa datcha. Et il y avait tous les objets symboliques que chaque astronaute avait emmenés dans l'espace. Moi, par exemple, j'avais amené deux volumes de Jules Verne, de la Terre à la Lune et Voyage autour de la Lune, que j'avais laissé dans la bibliothèque, un peu comme un symbole de la bibliothèque du capitaine Nemo dans 20 milieux sous les mers. Mais il y avait plein d'avions, des maquettes. C'était un endroit de vie, un endroit de rencontre. Il y avait près d'une vingtaine de cosmonautes de nationalités différentes qui étaient venus dans cette station. Et ces derniers moments, il faut dire que la station était assez inconfortable parce que le revêtement blanc qui est destiné à avoir une albédo qui permet d'éviter d'accumuler la chaleur du soleil, ce revêtement avait été abîmé par les ans, la peinture détachée ou alors du diméthylhydrazine des véhicules qui s'accostaient recouverts d'une couleur jaunâtre, et si bien que pratiquement pendant toute la mission, on avait des températures qui se trouvaient entre 30 et 36 degrés. Et pour faire la gym 2 fois par jour, c'était pas toujours très confortable à l'intérieur. Et puis, il y avait un certain nombre de radiateurs qui avaient été fermés, des radiateurs qui permettaient des échanges thermiques avec l'extérieur, d'irradier la chaleur, en particulier la chaleur qui est produite à l'intérieur. Il y avait un tiers des radiateurs qui avaient été percutés par des micro-débris et qui donc n'étaient plus opérants non plus. Et on a passé, je me souviens, plusieurs semaines à faire des recherches de fuite de glycol, d'un fluide donc calorique interne à la station. Et, voilà. Donc, et puis, c'est une station qui avait connu quand même les 2 grands accidents majeurs qu'on peut redouter dans une station spatiale, l'incendie et la dépressurisation. Vous vous souvenez que il y a eu un incendie à bord avec notre ami allemand Reinhold Ewald, et puis l'équipage, Lazoukine, qui était là à l'époque et qui a eu 30 secondes. Non, Lazoukine, c'était pour la collision. La collision, c'était un vaisseau Progress qu'ils avaient essayé de piloter. Comme on pilote le Soyouz, on peut piloter le Soyouz à la main dans la dernière phase d'arrimage. Ils essayaient de faire la même chose avec les Progress depuis l'intérieur, en restituant les commandes de vol à l'intérieur de la station spatiale. Et puis, la dynamique complexe de la mécanique spatiale, un peu complexe à grande distance,
fait que des fois, quand on veut descendre, on accélère ou réciproquement. Et le commandant a perdu le contrôle, le commandant russe a perdu le contrôle, et le véhicule est venu se faire attraper par les panneaux solaires de Spectre, un des 4 modules perpendiculaires au véhicule de base, et dans son inertie, a arraché les panneaux solaires tiennent sur des mognons articulés en rotation pour être face au soleil, et ce mognon était arraché par la percussion. Il est arrivé à relativement basse vitesse, heureusement, mais n'empêche que l'ingénieur de bord de la station a eu 32 secondes, je crois, pour couper tous les fils qu'il y avait entre les différents modules et mettre une écoutille et isoler ce module. Ils sont passés très très près cette fois-là, très près. 32 secondes, quand vous regardez les images de ce module d'interconnexion entre les différents modules et qu'on voit tout ce qui se passe, dont des câbles numériques qui permettent la stabilisation de la station, des câbles de force électrique, tout ça coupé à l'arrache. Et bien sûr, ils ont perdu l'attitude dans la foulée après. Parce que comme ils ont fait sauter l'alimentation électrique, les gyrodines, c'est-à-dire les gyroscopes qui permettaient de stabiliser la station, se sont arrêtés. Et du coup, la station était hors de contrôle en attitude. Et ça, c'est une phase qui était relativement courante. Moi, ça m'est arrivé 2 fois dans mon vol de 6 mois qu'on a perdu le contrôle d'attitude. Et dans ces conditions, on a énergie minimum, donc ventilation minimum, on est obligé de couper les computers, etc. Ça dure 24 heures en général. Énergie minimum parce que les panneaux solaires sont mal orientés, c'est ça? Oui, les panneaux solaires, les antennes aussi, les antennes VHF. Donc, ça crée toutes sortes de perturbations. Et c'est un processus assez long. Et puis après, il faut relancer les gyrodines, relancer le computer qui calcule, envoyer les éléments. Il faut qu'ils envoient par télémesure les éléments du vol au computer de bord. Et ça, ils peuvent le faire que si les antennes sont bien orientées. Donc, ça tout se complique en fait. Une cascade de problèmes. Ouais. Chers amis, excusez-moi, je vais vous quitter avec ces moments de terreur qui, Dieu merci, ne sont pas nombreux, mais on sait bien qu'un vol spatial, le risque zéro n'existe pas. Je voulais saluer tous vos auditeurs et spectateurs. Merci beaucoup. Et puis dire à la Russe, même si on n'est pas encore le 12 avril, Pozdravляю с jubilei. Ça veut dire qu'on félicite tout le monde pour cet anniversaire des 60 ans du vol de Gagarine. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Merci, merci. On va pas vous garder trop longtemps. On a déjà effectivement largement dépassé l'heure qu'on s'était octroyée. Je sais pas si Philippe, s'il y avait une petite question. Moi, j'avais juste une petite question. J'en profite. On était dans le vol de 6 mois de Jean-Pierre Agnoret sur la station Mir. Vous avez fait une sortie extravéhiculaire pendant cette mission. Racontez-nous comment ça se passait, parce que c'est dans le scaphandre russe, c'est pas le scaphandre qu'on a vu utilisé par Thomas Pesquet notamment. Comment ça s'est passé cette sortie? Je crois que ça s'est pas passé de façon hyper nominale, non? Non, c'est pas très nominal, non. L'entente avec le commandant n'a pas été au top là, et surtout un commandant qui était assez silencieux. Alors des fois le sol, on n'avait pas de satellite relais sur Mir, donc ça veut dire qu'on n'était pas en contact radio permanent avec le sol, et y compris pour la sortie extravéhiculaire. Donc on était en contact avec le sol, radio, uniquement quand on passait au-dessus du territoire russe, c'est-à-dire il fallait, on avait des interruptions jusqu'à 50 minutes entre deux vols, entre deux passages. Et puis quand on reprenait le contact, alors la Terre a appelé le commandant et le commandant répondait pas. Moi, j'étais pas commandant, donc j'avais pas à répondre à la place du commandant, donc je disais rien. Alors ils avaient pas. Alors, il n'y avait pas de nouvelles, carrément. Je sais pas, il était assez mutique et pas participatif. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours pas a posteriori reconstitué ce qui s'est passé un peu dans sa tête. Et toujours est-il que on n'a pas respecté non plus tout à fait
le chronogramme. C'est-à-dire que il y a des moments où on devait être à certains endroits et on n'y était pas. Alors le sol était un peu inquiet. Mais malgré tout, bon, on a fait ce qu'on avait à faire. Bon, peut-être pas tout à fait dans l'ordre qui était prescrit, mais on l'a fait. Et la sortie a duré quand même assez longtemps. Elle a duré 6h20, si je me souviens bien. Et quand on est rentré dans le SAS, je me souviens que je commençais à avoir, manifestement, les cartouches de CO2 étaient saturées et je commençais à avoir du mal enfin, on sentait qu'on respirait pas aussi librement qu'au début de la sortie. Et j'avoue que quand je suis rentré, il y a eu une discussion avec mon chef de projet, Lionel Suchek, qui est maintenant directeur général adjoint du CNES, et qui m'a demandé s'il y a une autre sortie extravéhiculaire, est-ce que tu veux la faire? J'ai dit, on en parlera. Dites-nous dans quelles conditions on en reparlera. Parce que effectivement, j'ai trouvé, moi j'aime bien les choses carrées et quand c'est pas carré, surtout sur des opérations comme ça, je trouve ça un peu perturbant, quoi. Ouais. Et il paraît que le moment où on ouvre l'écoutille et qu'on voit la Terre, j'ai lu ça dans une de vos interviews, vous dites que c'est quand même très saisissant, cette impression-là. J'ai entendu Thomas Pesquet dire la même chose, et c'est-à-dire que nous, de l'extérieur, on a cette impression de facilité, on dit, oh, c'est sympa, il flotte, ça a l'air magnifique, il a une belle vue. Il paraît quand même que la première impression, on n'a pas tellement envie de sortir. Vous confirmez ça? Oui, c'est un peu comme le parachute, je pense. Je pense pas, puisque j'ai été parachutiste, militaire aussi. C'est vrai que c'est pas très naturel. Et moi, dans mon cas, vous vous souvenez, l'écoutille, la particularité de l'écoutille de mire, c'est qu'elle s'ouvrait vers l'extérieur, ce qui est quand même assez inhabituel dans les modules pressurisés. En général, on fait en sorte que la pression, du côté où la pression est la plus forte, cette pression s'exerce contre la porte pour la caler contre son joint. Là, c'est le contraire, puisque elle s'ouvrait vers le vide. Donc, il fallait la serrer bien fort pour assurer son étanchéité. Et dans une sortie précédente, il y a un des cosmonautes russes qui avait ouvert l'écoutille. Il avait ouvert alors qu'il y avait un petit résidu de pression à l'intérieur du SAS, si bien que la porte, c'était au moment où il a ouvert le volant. On voit dans les films, dans les sous-marins, des volants pour ouvrir ses portes pressurisées. Donc, il y avait un volant comme ça sur le SAS, et en tournant le volant, comme les 50 mm de mercure en Russie, on utilise les millimètres de mercure pour la pression. Donc, les 50 mm de mercure résiduel étaient tels que la porte s'est ouverte brusquement et elle est venue taper sur la charnière, sur la butée de la charnière. Et ce faisant, elle s'est voilée, en fait. Et donc, après, ils ont été obligés de réparer. Et au lieu de la fermer uniquement en utilisant le volant, il fallait rajouter des écrous, 16 écrous supplémentaires qu'on vissait à la vis micrométrique dans le vide et l'obscurité relative du SAS. Et moi, dans ma sortie extravéhiculaire, j'étais chargé d'ouvrir l'écoutille. Et donc, on commençait la sortie extravéhiculaire avec le module, le scaphandre pressurisé, une clé dynamométrique et tourné pour 16 boulons différents. Et donc, pendant 20 minutes, on sort de là. J'étais déjà trempé. J'avais fait mon effort physique maximum pendant 20 minutes. Et puis, donc, je fais ça. Et après, vous trouvez la porte ouverte. Il faut se pencher donc vers l'extérieur pour ouvrir la porte. Et puis après, il faut prendre, vous savez qu'on a 2 lignes de vie avec des mousquetons qui assurent la sécurité en permanence. Et ces mousquetons, il faut les accrocher à l'aveugle sur une main courante qui est à l'extérieur au-dessus, mais qu'on ne voit pas. Et ça, c'est pas très rassurant parce que vous n'avez aucun moyen de vérifier qu'elle est bien accrochée au bon endroit. Voilà. Et au moment où je fais ça, il y a le soleil, par la dynamique du vol, le soleil s'est mis à monter sur l'horizon. Mais sauf que le soleil qui monte sur l'horizon, sur Terre, ça dure une demi-heure. Là, en 30 secondes, il passe de pas de soleil à soleil en pleine face. Et là, je me souviens, ce premier contact avec l'espace ouvert, comme disent les Russes, j'étais complètement paralysé, quoi, de voir le soleil, je voyais rien, j'étais obligé de fermer les yeux. Et ça m'a pris
10 bonnes secondes, 10-15 secondes, de réaliser qu'il fallait que je ferme ma visière parce que je venais de l'obscurité et cette fameuse visière dorée qui vous protège des rayons du soleil, bien sûr, dans l'obscurité, on ne la met pas. Et comme le soleil, quand je suis sorti, il n'y avait pas de soleil, elle n'était pas mise, cette visière. Et donc, ça m'a mis 10 secondes pour sortir, pour baisser, pour dire, bon, je vais baisser la visière et ça va aller beaucoup mieux. Et commencer à remuer. C'est vrai que c'était un contact, tout venant les uns avec les autres, était une expérience assez forte. Il faut quand même comprendre que contrairement aux images qu'on montre dans les vidéos, dans les films, dans les reportages, effectivement, c'est quand même, disons, dans la profession de cosmonaute, la sortie extraviculaire, c'est ce qui demande le plus de technicité et aussi psychologiquement un état des plus pointus, disons. C'est ce qui est quand même le plus impressionnant dans tout le vol spatial, je dirais. Et donc, voilà. Il faut le dire, c'est pas les sorties extraviculaires. Vous savez que, alors dans le système russe, dans le système américain, on utilise le bras et les astronautes se fixent les pieds sur un bras qui est télescopique, qui est piloté depuis l'intérieur, et on peut amener comme ça les astronautes à l'endroit où ils ont besoin d'opérer. Dans notre cas, c'est comme la montagne, hein, c'est-à-dire que on chemine sur les mains courantes avec des gants qui sont gonflés à 0,5 bar, donc très rapidement on a des ampoules de sang sous les ongles, parce que tous les mètres il faut serrer le gant, l'ouvrir, le serrer, puis vous prenez votre mousqueton, vous comprimez le mousqueton, vous l'accrochez, et puis de temps en temps vous voyez que le mousqueton que vous pensiez bien accroché, parce qu'il était un peu rouillé, et donc, au lieu de s'encliqueter normalement, il est resté ouvert. Et au moment de prendre la ligne de vie, vous voyez qu'au lieu d'être bien attaché, alors même que vous tenez que par une main, vous voyez. Vous n'avez pas de ligne de vie. Vous vous rendez compte que vous n'avez plus qu'une ligne de vie. Il y en a une qui est partie, quoi. Voilà. Donc c'est assez. Beaucoup de stress. Être concentré, quoi. C'est un exercice assez pointu. C'est fou. Oui. C'est assez fort. Il y avait une petite question rapidement justement sur le soleil. Est-ce que le soleil est vraiment beaucoup plus brillant au-dessus de l'atmosphère? Au niveau ressenti, du coup, est-ce qu'on voit vraiment une différence sans la visière? Ah oui, non, mais on peut pas regarder le soleil. De toute façon, même dans l'espace, on ne peut jamais regarder le soleil. Est-ce que du coup, ce soit à l'intérieur, en sortie extraviculaire, à l'intérieur, au travers d'un hublot, jamais le soleil de face. Pour vous donner un exemple, je prenais beaucoup de photographies, comme tous les cosmonautes, et comme il faisait 30-36 degrés, comme je l'ai dit, j'étais souvent en short. Ça m'est arrivé en me penchant pour prendre un angle, d'exposer ma cuisse à un rayon soleil au travers du hublot. Eh bien, en 10-15 secondes, j'avais un coup de soleil. Ça rigole pas. C'est-à-dire une brûlure entre le premier et le deuxième degré. Et sans parler des UV ambiants, il y a aussi un danger. D'ailleurs, on voit certains astronautes anciens, dans les statistiques, on voit qu'ils ont des problèmes sur le cristallin en particulier. Et il faut absolument se protéger des yeux parce que les UV qui sont sur Terre filtrés par l'atmosphère ne le sont absolument pas dans l'espace. Donc il faut et les UV, l'attaque des UV, vous ne la ressentez pas, hein, parce que vous la ressentez, oui, par les UV directs qui viennent du soleil, mais en fait il y a tous les UV qui sont réfléchis par les nuages. Et quand il y a des nuages très blancs, par exemple, très rapidement, si on regarde sans lunettes, on peut s'abîmer les yeux. C'est un risque important. Le soleil est très très agressif dans l'espace, très agressif. Faites attention. Il y a une petite question justement sur l'éclipse du soleil, parce que vous avez eu la chance de l'éclipse du 11 août 99 qui a tellement marqué les gens en France. Vous l'avez vu depuis la station hier. Voilà, et j'avais fait une image qui a fait d'ailleurs la une du Figaro et du Point. Et comme vous voyez, là on voit pas les autres images des nuages qui ont des formes extrêmement gracieuses, qui sont pratiquement une exposition. Moi j'ai l'impression que j'étais dans une galerie, les photos que je prenais de la Terre. Et là, vous voyez cette tache, c'est une tache en fait, hein, c'est disgracieux. J'avais fait un papier dans le Figaro là-dessus.
D'ailleurs, j'avais dit que c'était comme si un Atlante qui avait eu des problèmes de voiture avait touché la Terre, supporté la Terre avec des doigts pleins de cambouis, avait laissé cette trace de cambouis sur la Terre. Vous voyez comment l'esprit peut divaguer dans l'espace. Mais pourquoi? Parce que, si vous voulez, par rapport à la beauté inouïe de chaque image de la Terre, y compris les nuages, à la fin de mon vol, je photographiais essentiellement des nuages parce que l'avantage du nuage, c'est qu'il laisse libre cours à l'imagination. C'est pas un support physique concret qui vous fait penser à quelque chose de concret. Je pense que c'est la base de l'art abstrait, c'est un petit peu ça. C'est de créer des émotions pures qui sont pas entachées par un désir d'identification. Et là, on voit que ça ne ressemble en rien à la beauté, à l'esthétique de toutes les images qu'on peut faire sur la Terre. Lui, absolument. Et donc, en fait, une éclipse sur Terre, c'est la nuit, et puis dans l'espace, c'est une tache disgracieuse. Oui, voilà. C'est moins élégant. Écoutez, je crois que on peut terminer là. On est à pratiquement 1h30 d'émission. On a dépassé un peu. On a dépassé un tout petit peu. C'est tellement passionnant que c'est difficile. Il a décrit les nuages aussi. Il trouvait ça très beau dans son rapport. Et donc, on finit sur les nuages. La boucle est bouclée. Voilà. Notre tour de terre, il a duré combien? Presque le temps du vol de Gagarine. Pas loin de 108 minutes. On n'est pas si loin. Ouais. J'avais dit qu'il fallait mettre un chrono pour un tour de terre. Oui, un tour de terre, exactement. Un tour de terre. Merci beaucoup, merci infiniment Jean-Pierre Ignoret d'avoir accepté notre invitation. On était vraiment ravis de discuter avec vous. Vous remercierez encore Claudie de notre part. C'était vraiment très, très agréable de l'avoir aussi. Je voulais juste un petit message. Je vous ai dit je participe à des voyages en Russie avec l'agence Nomade. Et il y a, d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de mes anciens co-voyageurs là qui sont sur les ondes là en ce moment, que je salue. Je salue bien. Et il y en a beaucoup qui sont réinscrits pour d'autres voyages, mais avec le confinement, voilà, c'est interrompu pour l'instant. Mais c'est très sympa de se balader avec ces gens qui connaissent l'espace presque aussi bien que moi et avec lesquels on va découvrir à Kalouga la maison de Tsiolkovsky ou même la maison de Gagarine, la maison de comment ça s'appelle, le concepteur de la fusée Soyouz. Korolev, la maison de Korolev à Moscou, puis tous les beaux musées qui sont là-bas. Voilà, c'est une possibilité que vos auditeurs ont et sur lesquels j'attire votre attention. C'est pas commercial, hein, c'est une activité qui s'adresse essentiellement ça s'appelle une agence de tourisme d'aventure, et donc à des gens fanats d'espace. Et on fait des très beaux voyages ensemble. L'occasion de voyager en Russie avec vous en fait, et donc voilà, on passe une semaine sur place à Kalouga et on passe des bons moments ensemble. On prend les repas ensemble, on discute, voilà. Moi, j'y prends plaisir. Ça me donne l'occasion de retourner là-bas, parce que je n'aurais pas l'occasion de faire autrement. Enfin, cette année, je pense qu'avec l'anniversaire du vol de Gagarine, il y a une cérémonie qui est organisée à Pétersbourg, et je pense qu'on va y aller. Mais autrement, ça me permet de voir régulièrement mes amis dont on a parlé tout à l'heure. Toute famille. Alexis Leonov qui a disparu, mais Thérèse Coba, on la voit, et puis surtout tous les amis avec lesquels je me suis entraîné, avec lesquels j'ai volé, et dont je garde le meilleur souvenir. Merci beaucoup Jean-Pierre Ignoret. Et puis, on remercie beaucoup dans le chat, d'ailleurs, tous les deux. Je passe une temps. J'imagine que vous le voyez à l'image, mais il y a beaucoup de merci. Bien sûr. Désolé, on n'a pas pu passer toutes les questions. Je pense que ça a bien compensé par toutes les anecdotes. On serait resté des heures sinon. Mais un beau rêve à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir. Au revoir. Au revoir Jean-Pierre.